Donc la première question, je la dirige vers Maxime. L'AMO FFNI est un métier relativement nouveau. Pouvez-vous nous dire pourquoi et à quels besoins il répond? Merci. Bonjour à tous. Alors, je ne suis pas trop habitué à l'exercice, mais on va essayer. C'est une question que j'ai commencé à étudier. Moi, je suis donc architecte de formation. Et il y a quelques années, j'ai réfléchi à la question de l'AMO dans le cadre d'une recherche que j'avais fait pour justement la formation d'archi. Et en fait, je vais commencer par juste ce petit truc-là. Je vais essayer de faire super rapide. Mais l'AMO, en fait, c'est une notion qui apparaît il y a déjà assez longtemps, puisque ça apparaît en 1940 dans le Code de déontologie des architectes. Et c'est vraiment dénommé comme ça, assistant à la maîtrise d'ouvrage. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que architectes, en tout cas sur la partie architecture, ont intégré cette notion-là depuis 80 ans aujourd'hui. Donc c'est un mot qui est rentré dans l'habitude. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de le rapporter à la question du FFNI et du contract. Et là, on change de débat. Et donc on peut se... Pardon, je tiens trop loin. On peut se réinterroger sur, du coup, est-ce que ça existait, est-ce que c'est nouveau? Là, moi, je pense que ça existe depuis très très longtemps. Je pense qu'avant, on parlait des ensembles. En fait, il y avait deux parties d'AMO FFNI. C'était des intermédiaires, quelque part, qui existaient soit auprès des concepteurs, c'est-à-dire qu'il y avait des branches dans les agences de décorateurs, des ensembliers qui, en gros, avaient en charge cette mission de procurement, de FFNI, de fabrication, de réunir tout ce qui était conçu par un décorateur. Et ça existait aussi au sein des investisseurs, au sein des hôteliers qui avaient leurs propres services. Mais là, on était plutôt sur des profils d'acheteurs. Ce qui est super intéressant, la question, à mon sens, quand on l'a préparé avec Max, c'est de se dire, là, on parle d'AMO FFNI. Donc ça veut dire qu'on a intégré la notion d'un intermédiaire avec ses propres compétences, qui est censé, ou qui en tout cas revendique un apport dans le projet et vis-à-vis d'un client, au regard du FFNI. Et là, pose d'autres questions, parce qu'on vient de se dire quel est le rôle, et alors là, je ne vais pas débattre, je vais laisser la parole à Max, mais moi, j'ai noté des mots en vrac, et il y en a qui vont faire consensus, et puis il y en a qui, à mon avis, vont peut-être faire débat. Mais pour moi, le rôle de l'AMO FFNI, c'est peut-être dans l'ordre, d'ailleurs, traducteur, organisateur, chef d'orchestre, pilote. Alors, on va entendre pilote aussi de la conception, de l'équipe de maîtriseurs, organe de contrôle, facilitateur, et alors un qui ne va pas du tout plaire, filtre. Alors la question c'est, et pour les fabricants, est-ce que c'était plus facile avant? Oui, alors je vais préciser que là, j'ai enlevé ma casquette ameublement français, je m'exprime en tant que fabricant Line Roset. Hein. Donc ce que je dis n'engage que moi, comme on dit sur X, ou que la société qui m'emploie. C'est très beau ce que tu as dit, c'est d'abord très intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec le constat, voilà. Mais alors j'ai l'impression quand même qu'il y a loin entre les objectifs et la réalité. C'est-à-dire que, en gros, oui, l'apparition en France, en tous les cas, des AMO et FFNI, elle est relativement récente. On va dire qu'il y a 10-15 ans. Il y a une multiplication des acteurs. Hein, c'est-à-dire, puis je dirais, chaque année, il y en a des nouveaux. Mais nous, on a l'impression quand même que tout ce rôle de traduction, alors de filtre, on va en parler, mais de traduction, il est en train de se perdre. En vrac, je vais le dire comme ça, on a l'impression quand même que, ouais, alors les AMO et FFNI sont très très bons pour faire des tableaux Excel, ça c'est sûr. Donc c'est bien parce que ça évite de faire des devis, donc on a le tableau, on n'a qu'à remplir le prix. Bon. Ça c'est une première chose. On a quand même une vraie interrogation sur qui juge en fait le tableau Excel, c'est-à-dire que est-ce que la MOFFNI, quand il nous envoie un dessin d'un archi d'intérieur, parce qu'on parle du sur-mesure là aussi, hein, est-ce qu'il est en mesure de comprendre la réponse qu'on va faire au-delà du prix? Comment est-ce qu'il intègre aussi d'autres critères, bien sûr la solidité financière de l'entreprise, mais on en parlait, et puis on a dit que c'était en filigrane de la journée quand même, l'éco-conception, la part éco-conçue des produits. Et puis, il y a quand même, ouais, dans la traduction, moi j'aime bien ce mot de traduction de passeur aussi, parce que j'étais très... Voilà, je lisais beaucoup Libération, il y avait un critique de cinéma qui se définissait comme ça, mais pour passer, il faut passer dans les deux sens. Hein, c'est-à-dire qu'on a quand même un problème d'abord de temps de réponse, c'est-à-dire que les consultations nous viennent, il faut répondre sur des produits qu'on ne connaît pas en 15 jours, juste dans un tableau Excel.
Et puis alors après, il n'y a pas de progression, c'est-à-dire que la réponse, bon, je te l'ai dit déjà, mais je le redis devant tout le monde, quoi. J'étais tout content, là, j'ai perdu 2 appels d'offres récemment, je le dis, c'est pas grave, hein. Et j'étais tout content parce qu'on m'a appelé pour me dire, ah, vous n'avez pas l'appel d'offres, et ben, pourquoi? Ben, parce que vous étiez plus cher. Alors j'ai pas osé rebondir parce que j'étais déjà tellement surpris que pour une fois j'ai une réponse à l'appel d'offres. Voilà, donc au-delà de la plaisanterie, on manque aussi de retour d'expérience, c'est-à-dire qu'on aimerait bien à un moment savoir pourquoi on ne l'a pas eu, là où on pourrait s'améliorer. Voilà, donc on a l'impression que les choses descendent quand même comme ça en cascade entre maître d'ouvrage, maître d'œuvre, architecte d'intérieur, AMO et FFNI, ça tombe jusqu'à nous, on fait remonter le truc et après c'est le blackout. Voilà, donc j'ai pas l'impression que ce métier nous aide vraiment à progresser, voire nous fait un petit peu régresser. Excuse-moi, je suis un peu direct, mais... Non, moi, je pense qu'il faut, là, en fait, on l'explore d'un point de vue de fabricant. Et en fait, d'un point de vue de fabricant qui répond à un appel d'offres. Et il ne faut pas le regarder sous cette ornière-là. En fait, il faut prendre un tout petit peu de recul et le remettre dans l'environnement du projet. On vient de se dire qu'un des sujets de la journée, c'est l'éco-conception. Par exemple, comment vous voulez qu'un maître d'ouvrage qui, en plus, va avoir tendance à se désengager dans la spécialisation. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage, il va aller chercher un spécialiste, un AMO. S'il va le chercher, c'est parce qu'il va aller chercher une compétence qu'il n'a pas en interne, qu'il n'a plus. On peut peut-être le regretter ou j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une compétence qu'il va aller chercher ailleurs. Aujourd'hui, ce maître d'ouvrage qui n'a pas forcément la compétence, qui a plutôt l'investissement, il doit être entouré pour se dire, par exemple, l'un des critères de mon appel d'offres, de mon hôtel, de ce que j'ai envie de construire, c'est l'éco-conception. Ou alors, c'est la construction de mon budget. En fait, je pense que l'AMO, c'est un partenaire du projet. Ce n'est pas forcément votre partenaire, ce n'est pas forcément le partenaire du client, hein, c'est un prestataire de service du client. D'ailleurs, il y a une question dans tout ce que tu dis, il y a aussi cette question-là, de combien de temps il peut consacrer au projet. Est-ce qu'il fait juste des tableaux? Est-ce qu'il y consacre plus? S'il fait juste des tableaux, c'est qu'un acheteur. Si c'est qu'un acheteur, c'est peut-être parce qu'il est payé que pour ça. Enfin, il y a un moment, il y a une rémunération globale, une économie de projet à envisager là-dedans. Et du coup, quand on sort de cette ornière-là, on se dit, OK, donc si j'ai compris que l'AMO, c'est pas juste le mec qui prend mon devis, qui le met dans la colonne d'à côté, qui me fait pas de retour parce que je suis 30% plus cher, mais qui me rappellera sur le prochain hôtel parce qu'il a besoin d'appeler du monde. Mais que par contre, c'est le mec qui a construit l'environnement dans lequel j'ai répondu, qui a construit l'équipe avec laquelle je vais peut-être participer au projet, bah à ce moment-là, ça devient ton partenaire aussi, quoi. Je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce que, on en a déjà parlé, mais il y a quand même le problème de la technique, c'est-à-dire que nous, on a l'impression qu'on répond à des gens, ou en tous les cas, que les gens qui nous interrogent ne maîtrisent pas la technique de ce sur quoi on va répondre, et à qui on pose les questions, c'est-à-dire que c'est déjà arrivé qu'on nous dise, non, non, vous ne pouvez pas contacter l'architecte d'intérieur en direct, donc c'est nous qui allons vous répondre. Alors, je te passe les... Tu sais ça, en termes de traduction, hein, si tu n'as pas la traduction simultanée, c'est très compliqué parce que les messages entre nous et l'architecte d'intérieur via un filtre et les réponses vont être un peu biaisées ou pas forcément directes. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne faut quand même pas une approche plus technique des AMO sur les métiers des fabricants de mobilier avec des audits d'usine et quelqu'un, une formation ou quelqu'un qui, chez l'AMO, serait en capacité quand même à juger la qualité de la réponse. Ce qui, nous, en tant que fabricants, nous semblerait un peu un présupposé quand même. Là la question elle est plus compliquée parce que j'ai envie de te répondre que oui, ça serait super qu'on puisse débattre de sujets techniques ensemble. Voilà. Mais à la fois, je suis très content quand j'ai ma casquette d'AMO de pouvoir débattre de sujets d'investissement financier avec le client et de débattre de sujets de plomberie avec un architecte qui sera quelque part intégré aussi dans l'équipe. Donc, vouloir des spécialistes, surtout, non, en fait, c'est des généralistes, les AMO. Il faut qu'ils restent généralistes. On peut avoir des AMO très spécialisés, il y en a de plus en plus d'ailleurs. On va en trouver dans des AMO de développement durable. Alors on va avoir l'AMO de projet, l'AMO financier, l'AMO réglementaire, voilà, ça se multiplie. Mais je pense que là aussi, on peut pas, comment dire, on peut pas. Allô, ouais. On peut pas s'arrêter au fait que l'AMO doit être un technicien avec lequel on doit répondre. L'AMO, il s'est inséré comme filtre, comme traducteur, mais filtre, pour faire la synthèse de problématiques
et pour vous protéger de manière à sortir ensuite un projet. Moi, je le vois comme ça. Alors, ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que dans l'autre sens, il protège aussi son client. C'est-à-dire qu'il fait la synthèse aussi vers le décideur. Et est-ce qu'il a besoin de rentrer dans la problématique technique de résistance, etc. Non, en fait, il doit fixer le cahier des charges, il doit fixer la méthode. Après, travaillons ensemble, en fait. C'est-à-dire, on n'est pas là pour fermer notre cahier en disant c'est bon, j'ai signé, moi mon contrat il s'est arrêté au devis, et puis après, livrez dans les temps s'il vous plaît, parce que sinon je vous taperai dessus. Non, en fait, l'idée c'est de travailler ensemble sur la méthode, enfin que nous on vous explique la méthode qu'on a voulu mettre en place pour que vous y adhériez, ou qu'on la modifie, et qu'on construise ensemble. Maintenant, je pense que si vous voulez enfin, bon, après il y aura des intérêts de chacun, il y en a qui vont plus s'intéresser à certains aspects de la fabrication, mais là après ça devient de l'humain, ça devient de l'échange. Mais c'est aussi comme ça qu'on construit les équipes. Oui, mais alors, ok, je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce que dans le sens de travailler ensemble, il n'y a pas une notion de transparence quand même un peu à introduire, c'est-à-dire que, et de côté, mais est-ce qu'il est quand même pas possible qu'en tant que fabricant, on sache, par exemple, une question simple, combien d'entreprises sont consultées, de quel pays elles viennent ou de quelle zone géographique elles viennent, et quels vont être les critères de sélection à la fin de l'appel d'offres. C'est pas possible de savoir ça? Moi, alors là-dessus, à la fois je dis, on est dans une économie de marché, on est un intermédiaire qui est là aussi pour respecter un budget que souvent on a aidé à construire à notre client, et donc il faut qu'on rentre dans le budget qu'on a établi. Donc, qu'il y ait une certaine opacité dans un appel d'offres, ça me semble normal. C'est le principe d'un appel d'offres public, même réglementé à une échelle nationale, enfin, de l'État ou de l'architecture. Il y a de l'opacité, on ne sait pas qui répond. En revanche, il faut qu'il y ait, et ça c'est une vraie conviction, une totale transparence sur les critères. Ça, il n'y a pas de raison qu'on vous dise répondez sans vous dire voilà, notre critère numéro 1 c'est je sais pas moi, la distance, le lieu de production, notre critère numéro 2 c'est le prix, notre critère numéro 3 c'est je sais pas, le RSE. Enfin, on peut mettre tous les critères qu'on veut. Ça, je veux dire, c'est le principe de l'appel d'offres, et c'est un truc qu'on fait pas tout le temps et qui pourrait vraiment nous être reproché. Mais je pense que écrire le cadre de l'appel d'offres, quand on interroge des gens, et le transmettre, c'est rien, hein. C'est même pas une page. Hein. Dire voilà, on interrogera 10 personnes ou un nombre indéfini de personnes dans un délai X. Voilà. Tout comme on explique qu'il y a un délai, qu'il y a un client. Enfin. Oui, ça serait bien de faire ça. L'autre point, c'est la transparence dans l'autre sens. C'est-à-dire, je suis un peu surpris aussi par le manque de curiosité sur les prix. Très rarement, on nous demande de décomposer notre prix, par exemple, sur les différents coûts matières, ce qui est intéressant aussi en termes de RSE, de détails techniques. Enfin, et ça aussi, ça me questionne. C'est-à-dire le manque de transparence, finalement, il est dans les deux sens. Nous, ça nous arrange aussi. Hein. Je te réponds de la même façon. Hein. C'est la loi de la concurrence. Tu donnes un prix, tu sais à peu près ce que tu mets dedans ou ce que tu mets pas. Mais ça m'étonne, ce manque de curiosité. Alors que dans le bâtiment, c'est quand même un peu autre chose, non? Ouais, non, mais je suis d'accord. Et si on prend l'analogie avec le bâtiment, la différence, je pense que c'est dans le bâtiment, si on découpe les choses, on va avoir différents corps d'État qu'on va contractualiser individuellement, arrivant à un seul produit. Là, la différence, c'est qu'on achète un produit fini. C'est un peu comme non, en fait, dans le bâtiment, on a la même problématique. Tu prends un promoteur, une entreprise générale qui veut construire, il s'en fiche du prix du béton au mètre cube. Ce qui l'intéresse, c'est le prix final. Là, c'est pareil. En fait, on vient chercher un produit fini chez vous. Alors, après, il y a des super rencontres, il y a des super projets, et il faut les encourager, dans lesquels on rentre dans cette question-là. Je pense qu'il ne faut pas tout voir noir. Et d'ailleurs, je parlais de méthode et de cadre d'appel d'offres, ça peut être quelque chose qui est exigé, enfin qui est demandé en tout cas dans la réponse. Après, pourquoi on n'y va pas? Moi, je pense qu'il faut aussi, c'est peut-être horrible de rapporter ça à ça, mais c'est une question d'argent. Je veux dire, les honoraires d'un AMO, il faut essayer de les envisager. Et il faut essayer de voir combien ça coûte, combien c'est rapporté sur un projet. Et est-ce qu'on peut détailler chaque élément de l'appel d'offres? Moi, je ne pense pas. Et donc, je pense qu'il y a des combats. Il y a des choses sur lesquelles un AMO va s'interroger. Il y a des choses qui vont... Là, on parle du mobilier, on pourrait parler des luminaires. Un luminaire, par exemple, vous allez avoir beaucoup d'AMO qui vont les décortiquer. Ils vont décortiquer l'aspect électrique, l'aspect décoratif, etc. Un meuble, beaucoup moins. Alors pourquoi? Parce que c'est un objet, une entité, et que
je pense que la vision n'est pas celle d'un objet sur lequel on va, je ne sais pas, réaliser une économie ou une optimisation. Enfin, peut-être une méconnaissance, hein, mais pour moi, c'est pas enfin, peut-être, je vais dire une grosse bêtise qui ne va pas du tout te plaire, mais pour moi, c'est pas un assemblage, quoi. C'est un objet. Et c'est peut-être là la différence. Oui, là, on a une vraie divergence de fond qu'on n'avait pas vue jusqu'à maintenant. C'est les nouvelles. Donc, c'est bien parce que, effectivement, si on se place dans le cadre du meuble sur mesure, avec une co-conception des architectes d'intérieur et à un moment de l'AMO, c'est vraiment un meuble, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut intervenir en termes d'assemblage. D'autant plus si on veut faire de la réparation. Donc, c'est la même chose pour un siège. Hein. De plus en plus, on revient, parce qu'on a tous fait des grosses bêtises, c'est-à-dire que, enfin tous, oui, beaucoup. On a fait des sièges non déhoussables parce que ça coûtait 10% plus cher. Donc, on a mis du PVC dessus pour que ça s'entretienne plus facilement. Aujourd'hui, c'est impossible, on ne peut plus faire ça. Donc, on refait du déhoussable. Bon, mais un meuble, c'est extrêmement important. Une table ou un bureau dans une chambre d'hôtel, c'est une question d'assemblage. Comment est-ce qu'on va faire pour ne changer que les pieds dans 10 ans ou ne changer que le plateau? Et le plateau, c'est pareil. Comment est-ce qu'on va le fabriquer? Ce sont des vraies questions, là. Effectivement, on pourrait discuter un peu plus en amont. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on peut travailler de façon plus rapprochée ou un peu en équipe? Est-ce que finalement l'AMO, c'est pas lui qui est un peu au centre et qui doit coordonner toutes les parties prenantes du projet? Si, là-dessus, enfin, moi je suis persuadé que c'est son rôle. C'est-à-dire que l'AMO, il ne peut pas être dans son coin devant son ordinateur à faire des tableaux. Il doit être au cœur du projet et s'adapter en fonction des clients, des décorateurs et des fournisseurs avec lesquels il travaille. Mais son rôle, c'est d'animer une équipe, avant tout, et de faire que les gens travaillent ensemble. Après, tout ce qu'on a dit avant, il l'interprète à sa manière. Mais il faut que je corrige ce que j'ai dit sur l'assemblage. Non, mais en fait, on va vous... Comment dire, on ne dit pas qu'on ne s'intéresse pas à l'assemblage, c'est pas la question. Enfin, en tout cas, même moi, très personnellement, je veux dire, complet. Mais l'idée, c'est plutôt de se dire qu'on va définir, encore une fois, c'est de la méthode, on va définir un principe, on va dire, voilà, nous, ce qui nous importe, c'est que cette table, elle puisse être réutilisée, c'est-à-dire que le pied il va avoir une durée de vie plus longue, donc le plateau, il faut qu'on puisse le changer, il faut que ça puisse se désassembler, se reproduire ou déhousser un fauteuil, etc. Mais après, techniquement, aller savoir si on peut faire une économie sur la mousse ou si le coût du meuble est plus basé sur le coût de la mousse, etc., on va l'apprendre par expérience, mais on ne va pas le décortiquer sur chaque projet, parce que dans l'économie globale du projet, ce n'est pas ce qui va être notre cœur de notre rapport, enfin notre valeur ajoutée. Donc, ok, je t'ai dit ce qu'on attendait, mais toi, tu peux peut-être nous dire ce que tu attendais d'un bon. C'est quoi un bon fournisseur pour un bon AMO? Voilà, on peut faire comme ça. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un énorme travail sur la manière de présenter votre savoir-faire et de se représenter. C'est-à-dire que vous considérez les AMO, je vais dire encore des trucs qui vont énerver, et des généralités qu'on n'aime pas du tout, mais souvent, vous considérez les fournisseurs, les AMO, acheteurs. Et en fait, c'est un problème. C'est-à-dire que si c'était un cocktail ou un vernissage pour voir la dernière collection, d'accord, ça se fait très plaisir. Mais en fait, on n'est pas des acheteurs. On est des acteurs du projet, vous êtes des acteurs du projet, et il faut que ce soit de cette manière-là que vous vous présentiez à nous, en disant, voilà, tu sais, moi, je peux répondre à un appel d'offres. Quand on s'est rencontrés, on ne se connaissait pas bien, une petite anecdote, mais j'ai dit, ah bah tiens, jamais je t'aurais interrogé sur ces sujets-là dans le cadre d'un appel d'offres, par exemple. Je ne savais pas que Ligne Rosée pouvait répondre sur ce type de projet. Bon. Je pense que un fournisseur qui va venir en disant, écoute, tu sais quoi, moi j'ai inventé une cellule RSE hyper intéressée par le fait de, je sais pas moi, utiliser autre chose que des mousses créées, mais réutiliser des mousses existantes, j'en sais rien, il y a plein de trucs à inventer. Venir se présenter comme ça auprès d'un AMO, c'est vachement plus intéressant que d'envoyer son catalogue avec un carton d'invitation. Et je pense que c'est vraiment là que vous devez nous considérer comme des partenaires et non pas comme des attachés au maître d'ouvrage qui tout d'un coup vont distribuer les balles entre qui prend le projet ou qui ne prend pas le projet. Je note, mais je suis d'accord avec toi. On a, et ça vient un peu que dans les entreprises de fabricants françaises de mobilier, il y en a beaucoup qui font et du retail
et du contract. Et on n'a encore pas, et c'est le but aussi de la journée, de ce qu'on fait avec Julie, c'est de se dire, le contract, c'est un métier, c'est pas de proposer des produits, effectivement, tout fait, c'est pas d'inviter à visiter un showroom, je suis tout à fait d'accord. Et comme on fait tous un peu les deux métiers, on a certainement beaucoup de progrès à faire parce qu'on connaît le contract, quoi, mais c'est un métier de spécialiste un peu, et de professionnel qui s'adresse à des professionnels, donc il faut avoir ce discours de professionnel. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. C'est très bien que vous avez animé votre débat tous les deux. C'était une vraie conversation. On aurait pu boire un café avec vous. C'était très bien. Du coup, on a un peu de temps pour prendre des questions. J'imagine qu'il y a peut-être des réactions, des questions, des... Allez. Alors là, je parle pour Maxime, l'AMO. Vous venez dire qu'il était bien de présenter ses produits, de venir vous voir. Quand, comment et quand on peut, et quand est-ce que vous avez la disponibilité de nous recevoir? Voilà. Non, mais je vais répondre en essayant de pas me faufiler. Je ne sais pas si ça va vous plaire, mais je pense que même dans la manière de présenter vos produits, et encore, ce n'est pas vos produits que vous devez nous présenter, c'est votre savoir-faire. Et dans la manière de le présenter, il faut peut-être se réinventer. Peut-être qu'en effet, on n'a pas trop envie, c'est un peu bizarre de dire ça, mais il y a beaucoup de sollicitations. Parce qu'en fait, vous avez, c'est, je pense, l'objet du débat aussi, c'est que vous vous dites, ah bah tiens, c'est un peu une clé de la décision, je ne peux pas accéder qu'aux designers, je ne peux pas accéder qu'aux maîtres d'ouvrage, donc il faut que je sollicite les AMO. Bon, super. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, les AMO, ils ne peuvent pas aller voir toutes les sollicitations. Donc, je pense qu'il faut inventer, il y en a plein, des choses, pour nous solliciter sans que ça prenne trop de temps, mais pour nous taper dans l'œil. Et ça veut dire que il faut que vous mettiez en avant vos valeurs ajoutées, quoi. Parce que je vais prendre, je sais pas s'il y en a dans la salle, mais par exemple, ceux qui nous sollicitent le plus en ce moment, c'est les tapis. Les tapis, je ne sais pas ce qui se passe, mais on reçoit des catalogues. Enfin, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont dans le même cas que moi, mais moi j'en ai, je ne sais pas, 10 par semaine de sollicitations. Et on me dit, bah, voilà ce que je fais, voilà le lien, télécharger le catalogue. Bah, super, bah, quand j'ai un tapis à faire, je ne vais pas chercher dans mes mails de savoir. Je vais chercher avec qui j'ai bossé. Ah tiens, il fabriquait où, pourquoi j'étais. Là, c'est un tapis hyper coloré, je vais chercher un mec qui a des compétences là-dedans. Enfin, et en fait, ça, c'est... dans votre démarche commerciale, je pense, c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est de dire, voilà, moi je sais faire ça, mais tu sais, ma vraie spécialité, c'est ça. Et ça, tu ne le trouveras pas ailleurs. Je suis assez, tu viens de dire un truc, je suis tout à fait d'accord, c'est sur la vraie spécialité. C'est le plus, c'est le merle blanc, c'est le truc qu'on fait mieux que les autres. Voilà. Et ça, je pense que oui, il ne faut pas essayer. C'est le problème des lots aussi, mais ça, on pourrait en reparler, hein, parce qu'on ne l'a pas dit, mais souvent, on a des lots qui débordent un peu de notre savoir-faire, ce qui est un vrai problème aussi là, dans la relation AMO fournisseur, c'est qu'on est consulté sur des choses qu'on sait plus ou moins bien faire. Mais c'est peut-être à nous de bien expliquer ce qu'on sait faire justement dans ce cadre-là et de se concentrer sur ce qu'on sait faire. Question. On m'entend? Oui, bonjour. Groupe Ligne Artis, mobilier d'Arras. On ne vend pas des tapis, on vend du mobilier, on vend un savoir-faire. Et je peux vous dire, en tant que responsable prescription, qu'il est extrêmement difficile de toucher les architectes. On a beau téléphoner, prendre la plus douce de notre discours, de notre voix pour sensibiliser la fabrication française. Aujourd'hui, on voit des ateliers qui ferment dans beaucoup de secteurs. Nous, on se bat tous les jours pour faire connaître nos ateliers. On a 1 heure de parole. On a vraiment
voilà, Florian Darras pourra vous en parler. C'est extrêmement difficile. Alors, c'était intéressant aussi par rapport au débat précédent sur la sobriété, les appels d'offres. On répond, nous, à des appels d'offres. On arrive toujours en fin de parcours. Donc, on a des architectes qui ne nous donnent pas de budget. Donc oui, on passe du temps à faire des évaluations, des estimatifs de prix sur du sur-mesure, avec aucun chiffrage, aucun budget dès le départ. Non, mais faites-nous votre chiffrage. Et tout ça pour s'entendre dire, quand on n'a pas comme vous disiez, si on a une réponse, on a de la chance. Mais pour qu'on nous dise ensuite, non, finalement, le client, il a un budget Ikea. Donc, si ça, on le savait dès le départ, on gagnerait beaucoup de temps, on ne perdrait pas du temps. Et ensuite, ma question, c'est quel est le prix à payer pour choisir la fabrication française? Qu'est-ce que le client est prêt à mettre pour défendre ce savoir-faire qu'on a dans nos ateliers? Merci. Ouais, je peux répondre. Pour moi, là, on est dans le plein rôle de l'AMO. Enfin, en tout cas, l'AMO, ça doit faire partie de sa mission, de lui-même se positionner par rapport à ça, d'identifier comment le client se positionne, le maître d'ouvrage, et d'aller interroger, alors, avec le décorateur, même si des fois le décorateur va interroger en amont, mais bon, normalement, c'est quand même du rôle de l'AMO d'organiser l'appel d'offres, d'aller interroger des personnes qu'on ne va pas faire travailler pour rien. Moi, j'ai coutume de dire, attends, je t'appelle, j'ai tel type d'appel d'offres, je ne vais pas dire le budget. Encore une fois, le principe, c'est de la concurrence, c'est de la mise en concurrence. Le problème, c'est qu'on doit mettre en concurrence des gens équitables, qui peuvent répondre au même prix. Si c'est pour aller vous interroger ou interroger quelqu'un qui va fabriquer à l'autre bout du monde avec des tarifs de main-d'œuvre qui n'ont rien à voir, il faut qu'on explique au client que oui, ça va coûter beaucoup moins cher, mais qu'il y aura ses coûts de transport machin, qu'il ne pourra pas l'entretenir, que son bilan économique machin. Ou alors, il faut qu'on se mette d'accord avec le client dès le début que ce n'est pas ça qu'il cherche. Évidemment, maintenant, je prends la casquette AMO quand j'accompagne mon client, et là, je me dis, dans l'économie du projet, très clairement, c'est très difficile aujourd'hui de construire entièrement avec une fabrication locale, etc. Alors, soit ça doit pousser les concepteurs, troisième casquette que je peux mettre, en disant, dans mon projet, il faut que je pense à cette sobriété parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt le mot et le thème qui doit guider mon projet. C'est-à-dire que je vais faire moins de mobilier ou des choses peut-être moins démonstratives, ou pas forcément démonstratives, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, ça peut être une ligne qui me guide ou pas du tout. Mais une fois qu'on a dit tout ça, j'ai perdu le fil. Non, une fois qu'on a dit tout ça, l'AMO doit normalement être un rempart pour vous là-dessus. C'est-à-dire, si vous êtes sans cesse consulté par des AMO et qu'à la fin on vous dit « Ah bah désolé, tu étais 2 fois du prix », travaillez avec d'autres AMO. Je veux dire, nous AMO, sans vous, on n'est rien non plus. Hein. Donc si vous voulez plus répondre à nos appels d'offres, on n'a plus beaucoup de valeur. Donc il faut que ce soit une équipe. Il faut que vous compreniez que l'équipe, on la forme aussi avec le maître d'ouvrage. Et souvent, vous êtes assez partenaire là-dedans. Hein. J'ai rien à dire sur cette question-là. Mais il faut aussi responsabiliser les AMO sur cette question-là. Si je peux me permettre de donner mon avis, oui, je vais très vite. Je pense qu'il faut choisir ses combats, en fait. Hein. C'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé dans le contrat, j'étais surpris. Chez Roset, on ne prenait pas tout, on ne répondait pas à tout. Je comprends pourquoi maintenant. Hein. C'est vraiment être sur sa spécialité. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut qu'on soit meilleur dans la présentation de nos offres aussi. C'est-à-dire que même si on nous demande de rendre qu'un prix, il faut rendre autre chose. C'est-à-dire la présentation de l'équipe, montrer qu'il y a des spécialistes qui vont s'en occuper, donner 1 ou 2 dessins techniques, comme disait l'autre, oui, c'est le jeu, hein. C'est la concurrence, mais montrer comment on va le faire et valoriser notre impact, notre bilan RSE, notre impact carbone. Enfin voilà, c'est donner le maximum d'informations à l'AMO et au client pour lui dire, ben voilà ce qu'il y a en face de notre prix. Merci Maxime. Merci à Max.